Salut les amis et bienvenue dans votre Club Malherbe Hebdo, l'émission des supporters rouges et bleus, l'émission des supporters qui malheureusement ont du mal à confirmer et à voir leur équipe enchaîner 2 victoires d'affilée. Ce n'est plus arrivé à Malherbe et ce n'est pas arrivé hier soir du côté de Guingamp-Malherbe mené 2-0. Score final, 2 buts partout pour discuter de cette rencontre, mais aussi de la prochaine qui se profile très rapidement maintenant. Ce sera face au Paris FC samedi. Ils sont avec nous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Salut Adrien. Bonjour Sylvain, salut à tous. Salut à toi Christophe Lécuyer d'RMC Sport, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Salut Sylvain, bonjour à tous. Et salut à toi Aurélien Renaud de Foot Normand. Bonjour Sylvain, bonjour tout le monde. Bon messieurs, Christophe, je commence avec vous. Comment on peut passer de 65 minutes où l'on maîtrise parfaitement un adversaire qui n'existe plus à ce que l'on a vu hier entre la 66e et la 93e, où là, c'est l'inverse. C'est le Stade Malherbe qui n'existe plus. Passer de 0-2 à 2-2 avec même potentiellement une défaite à la clé si Sullivan Péan ne réalise pas un arrêt extraordinaire à la 94e. Comment on explique ça, Christophe ? Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, ce match, il est parfaitement révélateur de ce qu'est la saison du Stade Malherbe de Caen. C'est-à-dire qu'en 90 minutes, on est passé par tous les sentiments qui nous ont animés sur l'ensemble de cette saison. C'est-à-dire que le premier quart d'heure, quand on se fait balloter, bouger, on a l'impression que la soirée va être très compliquée. Et puis, finalement, on retrouve de la maîtrise. Allez, on réussit à retrouver un petit peu de football, à poser le ballon, à essayer de jouer. Et on marque 2 fois, on mène 2-0. Et là, on se dit, bon, effectivement, on a fait le plus difficile parce qu'à 1-0, on reste sous la menace, un coup de pied arrêté, c'est vite arrivé. Mais bon, allez, à 2-0, effectivement, on va la gérer cette fin de match. Et bien, patatras. Et en 5 minutes, alors celle-là, fallait la deviner, en 5 minutes, on relance Guingamp qui revient à 2-2. Et puis alors là, effectivement, c'est presque miraculeux de ne plus le perdre à la fin. Enfin, je veux dire, en 90 minutes, on est passé un peu par tous les sentiments, comme c'est le cas en fait depuis le début de la saison. Donc c'est parfaitement révélateur. On a vécu 26 journées en 1h30, Aurélien Renaud de Foot Normand. Il m'a presque piqué mon analyse, monsieur Christophe Lécuyer. Alors innovez, trouvez un apport à cette analyse. C'est magnifiquement résumé à l'image du travail de Monsieur Lécuyer sur le football en général. Non, le Stade Malherbe hier, oui, c'est un résumé de la saison. C'est vous partez avec de l'espoir, mais aussi de la réussite, parce qu'il faut quand même pas nier que l'avance de 2 buts, elle est quand même assez heureuse vu la conjecture du match, la tournure du match, parce que si vous prenez le match sur son ensemble, de toute façon, c'est Guingamp qui a la possession du ballon, et puis c'est l'espoir mêlé à la réussite qu'on a connu au début de la saison, et puis oui, derrière patatras. Alors après, vous expliquez pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est tactique, c'est très difficile à analyser. Je ne sais pas si vous, Sylvain, vous avez la réponse à cette question-là, mais comprendre... Non, personne ne l'a. On est tous d'accord pour dire en revanche que c'est un reflet absolu des 26 premières journées que l'on a vécues, cette rencontre, à savoir des Canets qui ont des manques très important dans des secteurs de jeu primordiaux pour aller chercher des places d'honneur dans un championnat quel qu'il soit. On a des manques qui se font sur le plan psychologique, des manques défensifs très importants, des manques techniques. Alors là, on en a vu, mais du côté de Guingamp, c'était au tractopelle en première mi-temps et c'était la même de l'autre côté, du côté canet en deuxième. On a vu trop de déchets et je pense même pas que l'histoire elle soit athlétique. Je pense même pas que l'histoire ce soit le coup de coaching de Fred Bompard qui fait rentrer une nouvelle attaque à l'heure de jeu. Je pense même pas que ce soit ça. Ce sont les Canets qui se sont tirés une balle dans le pied, mais comme ils s'en sont tirés des dizaines depuis le début de l'année. Enfin, je veux dire, il y a un moment, si l'affaire elle est pas réglée à 2-0, elle le sera jamais. Mais malheureusement, on l'a tellement vu ce scénario et on a tellement envie de penser qu'on va le revoir encore dans les 12 dernières journées que ces 2 tiers de championnat, quand on arrive au milieu de tableau, finalement, Christophe, on se dit que c'est juste notre place, quoi qu'en dise Pascal Duprat. Parce que moi, je pense que c'est vraiment la place du Stade Malherbe. Ah bien sûr. Déjà, on n'a gagné qu'une fois depuis le début de la saison où on a brillamment terrassé les Chamois niortais à Dornano. Avec tout le respect qu'on leur doit. Donc oui. Début de l'année, ouais, pas de début de saison, début de l'année 2021. Début de saison, pardon, ouais, début d'année 2021. Donc évidemment, rien que ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr qu'on est à notre place. Et alors je partage pas toujours les analyses de Pascal Duprat, mais je me souviens qu'il a dit récemment après un match, mais les équipes du haut de tableau, quand elles sont menées au score, elles réussissent parfois à inverser les tendances. Nous, on n'y arrive pas, ou pas assez. Les équipes du haut de tableau, quand elles mènent 2-0, elles ne sont pas rejointes. Nous,
on se fait rejoindre. Et ça se répète. Donc voilà, et j'entends les analyses de Pascal Duprat sur le déchet technique. On se complique trop la vie, on ne fait pas les bons choix. À un moment donné, quand ça arrive une fois, mais quand vous répétez ça, ce constat-là à tous les matchs, oui, ça témoigne de quelque chose, c'est qu'on est à notre place, clairement. Le Stade Malherbe peut pas espérer mieux dans ce dernier tiers de championnat, Aurélien ? Non. Non, c'est simple. Regardez, hier soir, vous étiez contre Guingamp. Si je ne me trompe pas, c'est l'équipe du championnat qui a le moins gagné cette saison. Ils sont à 4 ou 5 victoires, autant que Châteauroux, je crois. Donc déjà, vous devez perdre ce match contre eux. Il me semble, si vous ajoutez les 5 derniers ou les 4 derniers, les 4 derniers, on va prendre Guingamp, Chambly, Pau et Châteauroux, soit vous perdez, soit vous faites match nul contre ces équipes-là. Alors déjà, si c'est un peu le même constat qu'avec le Havre, si ces équipes-là posent problème, à quel moment vous pouvez avoir de l'ambition pour aller bousculer ceux qui sont solidement en haut, que ce soit Auxerre, Grenoble, Toulouse, je parle même pas des Quel est le rôle premiers. de Pascal Duprat, messieurs, dans cette gestion des matchs contre les équipes de bas de tableau, de dernier tiers de championnat? Parce que lui, le premier, avant ce déplacement à Guingamp, il dit « On est nul contre les équipes qui sont dernières du championnat ». C'est quoi son rôle là-dedans, messieurs? Quand on est coach et qu'on a cette analyse, qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance, Christophe? Moi, c'est ce qui me déçoit un petit peu. Vous voyez, alors évidemment, Pascal Duprat, c'est un discours, hein, c'est de la com, mais quand il redit encore hier soir, non mais de toute façon, cherchez pas, c'est de la faute du coach, tout ça. Non, ça c'est façade. Ça, c'est du discours, évidemment. C'est les grandes années Franck Dumas, Christophe, qu'on a connu, vous et moi. On est dans le spectacle. Mais au-delà du spectacle, quand on ferme la porte. Justement, c'est là-dessus qu'on l'attendait quand même, Pascal Duprat. On sait tous qu'évidemment, c'est pas, encore une fois, hein, mais que le respect que j'ai pour lui, mais c'est pas le coach qui fait le mieux jouer son équipe, c'est pas avec le coach Duprat qu'on assiste au meilleur foot et tout ça. Ok, mais on l'attendait quand même sur ses qualités de meneur d'homme, sur sa capacité à faire en sorte que cette équipe elle soit capable de se transcender, à éviter les matchs pièges, à se révolter, vous voyez, à mettre de l'orgueil. Et on n'y arrive pas. Contre les derniers, on n'y arrive pas. Il le dit lui-même. Alors, il en fait le constat, mais le constat, il est implacable, c'est du factuel. Mais on pensait qu'au moins, lui, il avait cette capacité à trouver ces solutions-là. Et c'est là-dessus qu'il me déçoit un petit peu. C'est que même dans ces périodes-là, on a l'impression que les démunis, ils n'y arrivent pas, quoi. Même déception pour vous, Aurélien? Sur Pascal Duprat, oui, évidemment, parce qu'il arrive en plus dans un contexte la saison dernière où effectivement on croit qu'on peut pas être au plus bas. Alors je dis pas qu'on est au même niveau que l'année dernière en termes de jeu et en termes de contenu, mais on attendait un rebond, on attendait quelque chose, on attendait une réaction. Je pense que si les choses ne s'améliorent pas, et j'ai pas l'impression que ça prenne ce chemin, que le chemin de Pascal Duprat et le parcours de Pascal Duprat à la tête du Stade Malherbe, il sera rapidement oublié, malheureusement. Moi, ce qui me déçoit, c'est on l'a vu arriver en octobre 2019, Pascal Duprat, et ses premiers mots, ça a été, rappelez-vous, on était tous dans cette salle de presse ce jour-là, ça a été je veux prouver que je ne suis pas qu'un entraîneur de coups, que je suis un entraîneur bâtisseur. Est-ce que 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, on peut aujourd'hui dire qu'il reste un entraîneur de coups, Pascal Duprat, quoi qu'il en dise lui-même, Aurélien? Sur le côté bâtisseur, ça dépend ce que vous entendez par bâtisseur, ça dépend ce qu'il entendait par bâtisseur. Sur le jeu, il avait un projet de jeu extrêmement précis, il nous l'a développé, on ressortira les bandes en temps voulu pour qu'il puisse justement lui expliquer quel progrès il a vu. Aujourd'hui, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que les progrès, moi j'en ai pas vu dans l'équipe Fagnon, j'en ai pas vu. En revanche, j'ai vu 6, 7 jeunes qu'on n'aurait probablement pas vu sortir sans Pascal Duprat. Encore une fois, c'est l'analyse que j'ai, c'est que c'est la capacité qu'il aura eue et c'est là qu'on va lui tirer ce mérite-là, c'est d'avoir fait confiance à ces jeunes qui commencent petit à petit à s'ancrer là, et on l'a déjà expliqué dans des émissions antérieures, qui représentent à coup sûr l'avenir du Stade Malherbe. Est-ce que l'avenir de ces jeunes au Stade Malherbe, ce sera toujours avec Pascal Duprat, ça n'en prend pas la direction. On peut même dire que ça n'en prendra pas la direction. Enfin, là, ce serait secret de police. Oui, mais non, mais en fait, là, il faut être un peu. Oui, on pourrait être fin mai que je vous dirais exactement la même chose. C'est-à-dire que non, il ne sera pas du voyage la saison prochaine et il a sorti ses jeunes et personne ne lui enlèvera ce mérite. Ça, on est tous d'accord. Alors, est-ce que c'est un bon bâtisseur? Écoutez, si l'entraîneur qui lui succédera réussit des grandes choses avec ces jeunes qui ont été lancés par Pascal Duprat, il aura contribué un petit peu. De toute façon, le parcours d'un entraîneur, c'est d'abord les résultats immédiats et c'est ce qu'il laisse en héritage.
Voilà. Comment est jugé un entraîneur sur son parcours. Voilà. Aujourd'hui, Pascal Duprat à Évian-Thonon, il n'y a pas eu d'héritage. À Toulouse, il y a eu un héritage très compliqué. Aujourd'hui, à Caen, qui aura-t-il comme héritage? Ça va jouer sur le Penant, Gioacchini peut-être, Ensona, je rajoute un peut-être au peut-être, et puis Alexis Beka, où là on est à peu près dans la certitude en revanche. Mais ça va être quoi d'autre? Ça va être quoi d'autre aujourd'hui? Ça va être une 8e place. Si je ne m'abuse, la saison dernière, il avait dû finir 6e entre son arrivée et l'arrêt de la saison. Mais je pense qu'au mieux, il fera 6e. Au mieux. Il n'y a pas eu de progrès. C'est là où quelque part, moi, je suis un peu interloqué quand même, Christophe. Non, mais voilà, de toute façon, il le sait lui-même, Pascal Duprat, pour que son aventure au Stade Malherbe de Caen aille au-delà de cette saison, il fallait monter. Oh, c'est clair, il fallait monter. Il fallait aller au moins accrocher la 5e place et jouer les playoffs. Hein. C'était le minimum, je pense, que les dirigeants attendaient de lui. Effectivement, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de constance, encore une fois. Une victoire depuis le début de l'année. C'est terrifiant ce manque de constance. Mais voilà. C'est un manque de constance, comme vous l'avez dit très justement, messieurs, qui est visible, identifiable, factuel sur les 26 premières journées, mais qui est tout aussi visible, tout aussi identifiable et tout aussi factuel à l'intérieur de matchs en eux-mêmes. C'est ça qui est fou. Oui, non, mais c'est pour ça que, voilà, vivement, clairement, franchement, hein, honnêtement, vivement la fin de saison. Vivement la fin de saison, je crains même qu'elle ne soit longue. Donc, justement, messieurs, mis à part le derby, il reste pas grand-chose dans cette saison à Caen. C'est le même constat qu'avec le Havre, Sylvain. Regardez le calendrier du Stade Malherbe. Mais c'est l'arbitre. Les classements du HAC et de Caen sont exactement les mêmes. 8 victoires, 10 matchs nuls, 8 défaites chacun. C'est exactement les mêmes. Il y a un vrai championnat quasiment. Ouais, le vrai championnat, c'est quand le Havre, c'est de savoir lequel va finir devant l'autre, entre la 9e et la 14e place. C'est ça qui est fou. C'est affligeant, c'est extrêmement décevant pour l'un comme pour l'autre, mais on attendait beaucoup mieux, même si encore une fois, cette équipe Canet, je suis le premier à dire qu'elle manque de talent, on manque de bons joueurs, de très bons joueurs, c'est indéniable. Mais je pense néanmoins qu'avec cette équipe-là, on mérite mieux que la 9e, 10e ou 12e place. Ça, c'est assurément un constat que l'on fera dans quelques semaines maintenant à la fin des 12 derniers matchs. Messieurs, il y a un match samedi parce que les Malherbistes ont joué face à Guingamp lundi soir à 20h45. Ils remettent le couvert. Ce sera face au Paris FC qui, lui, en revanche, est un club qui vise les barrages avec à sa tête un vrai daron du foot français, René Girard, qui a connu un passage à vide, qui est en train de se refaire un peu la cerise. Qu'en attendent de ce match-là face au Paris FC, messieurs, Aurélien Renaud du foot normand? Le Paris FC, est-ce qu'il s'est vraiment refait la cerise? Je suis pas persuadé, parce que quand vous gagnez 1-0 la semaine dernière sur un match poussif, ils sont toujours au contact. Ils sont au contact. Oui, c'est l'avantage qu'ils ont d'être dans une saison de Ligue 2 qui est ouverte avec des barrages, parce que le Paris FC, on peut revenir en arrière au mois de septembre, quand tout le monde annonçait d'ores et déjà que le Paris FC avait un pied en Ligue 1. Ils marchaient sur cette Ligue 2 au début de la saison, et puis ils se sont effondrés. Et en toute honnêteté, pour voir ce Paris FC jouer de temps en temps, il m'impressionne pas plus que ça. Mais le problème, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel adversaire devant le Stade Malherbe, vous pouvez mettre Niort, vous pouvez mettre Châteauroux, vous pouvez mettre le Paris FC comme ce week-end. Vous ne savez pas à quoi vous allez vous attendre. Il peut y avoir un match tonitruant, un bon début de match comme contre Toulouse, il peut y avoir plein de choses, mais le Stade Malherbe est capable de tout. Donc en fait, vous dire ce qui va se passer en fonction de l'adversaire, j'en suis tout bonnement incapable. C'est simple, c'est impossible. Christophe? Bah oui, non, mais de toute façon, c'est pareil, on n'a aucune certitude, donc capable du meilleur comme du pire, souvent du pire. Cette équipe Canet, vous savez, quand vous perdez contre Rodez, avec tout le respect que j'ai pour les Rutinois, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme certitude avant de jouer le Paris FC, qui va pas effectivement beaucoup plus fort, hein. Je crois que c'est Malherbe, c'est une victoire en 2021, le PFC, je crois que c'est 2. Donc effectivement, ils se sont effondrés, les joueurs du Paris FC. Je me souviens du constat qu'on avait fait après le match aller, où avec de la réussite, hein, le PFC avait réussi à se sortir d'un match qui avait bien mal débuté pour eux contre le Stade Malherbe de Caen pour finalement s'imposer 3-1. On se disait, ça y est, c'est bâché, effectivement, ils sont en Ligue 1. Et je crois même que Pascal Duprat l'avait dit. Donc, de toute façon, tout le monde veut que le PFC soit en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1. Puis finalement, ça va vite le foot. Hein. Ça va très évident, vite. Mais je ne sais même pas. En fait, je me demande même ce que Pascal Duprat va pouvoir trouver comme challenge. Mais c'est ce que j'allais vous demander en conclusion, messieurs. Ça va être quoi le challenge du match contre le Paris FC et puis de la suite des événements, ça va être quoi? Il va leur dire de choisir quelles équipes vous voulez voir monter, quelles équipes vous voulez pas voir monter, vous gagnez contre celles que vous voulez pas voir monter, vu que vous jouez les 6 premiers.
Les 7 premiers même. Ouais, non, mais c'est terrible parce qu'on se dirige vers un dernier tiers. Et là, pour du coup, Christophe, je me tourne vers vous. On a dû arriver la même année, à quelques mois près, à suivre le Stade Malherbe. C'était dans des temps extrêmement anciens. On n'a jamais vu en près de 20 ans à suivre Malherbe une saison bâchée aussi vite. Non, mais c'est ça, et c'est vraiment dommage parce que on a l'impression que c'était hier ce derby disputé à Océane, cette victoire face au Havre, et là on se dit, voilà, en plus je me souviens, le club avait réalisé, je pense qu'on a tous regardé un magnifique film, vu de l'intérieur, la préparation du match, le discours du coach, des joueurs, Anthony Gonçalves, enfin, vous voyez, et on a le sentiment qu'au-delà de la victoire, on se dit, il se passe quelque chose dans le groupe, quoi. Il se passe quelque chose. On est capable de le faire. À ce groupe, il n'y a rien à en dire. Hein. Il a toujours eu un vrai état d'esprit. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Ils se sont toujours arrachés, les gars. Par contre, c'est trop de lacunes. Beaucoup trop de lacunes. Mais je comprends pas comment on a pu quand même s'effondrer en si peu de temps, quoi. C'était pas au mois d'août qu'on a joué le Havre, vous voyez, c'était en fin d'année 2020 et encore une fois là on était dans la roue, quoi. On pouvait au moins espérer, au moins se mêler, au moins à la lutte. Là, et encore hier, malgré, vous voyez, ce constat implacable d'un point de vue comptable, hier soir, vous vous dites encore, allez, si on gagne à Guingamp, et si c'était totalement perdu. Tu gagnes à Guingamp, tu bats le PFC dans la foulée, tu reviens à 4-5 points d'OCR, bon, pourquoi pas. Exactement. Pourquoi pas. Mais là, alors, il y a le constat comptable, et puis il y a le nombre d'équipes qu'il faut maintenant dépasser pour y arriver. Et c'est vrai mais là, c'est plié. Pour les huitièmes, c'est compliqué. Il faut miser sur Sochaux, PFC, Auxerre, voire Grenoble. Enfin, ces équipes-là, pour moi, sont beaucoup plus constantes et on ne pourra plus les rattraper. Évidemment que c'est bâché parce qu'il faudra réussir, entre parenthèses, à faire 3 victoires de plus que toutes ces équipes-là sur 12 matchs seulement. Aurélien, c'est bâché. Ah oui, mais c'est bâché. Vous cherchez un enjeu, Sylvain. Allez-y. Bien la date. Donnez-nous-en un. Un dernier. Il faut battre Fabien Mercadal à domicile. Ça va compter. Il va rester donc Le Hack et Dunkerque. Voilà. Avec ça, on sera sortis. Messieurs, rendez-vous évidemment samedi soir sur tendanceouest.com pour suivre ce camp Paris FC. Parce que quoi qu'il arrive, on s'amusera bien aux commentaires de cette rencontre. On prend l'antenne sur tendanceouest.com et tout le digital Tendance Ouest à partir de 18h55. Et puis il n'y a plus, et c'est beau, uniquement que la Ligue 2 dans le paysage footballistique. Eh bien non, la Nationale 2 va reprendre et on en parle maintenant. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et oui, c'était la nouvelle. La Nationale 2 reprend. Alors ça planait dans l'air depuis quelques temps, on sentait évidemment un petit frémissement depuis le retour de la Coupe de France. Ça y est, on le sait depuis quelques jours, le FC Rouen, le Stade Malherbe de Cambé et l'US Granville vont avoir droit de retrouver le terrain. On commence par le FC Rouen, très ambitieux au demeurant dans cette Nationale 2 avant la mise en sommeil du championnat. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, il en dit quoi David Giguel de cette reprise ? Il est forcément heureux. Je pense que c'était une reprise que tout le monde attendait. Les Rouennais s'entraînent depuis maintenant plusieurs mois sans réel objectif. Alors, il y avait eu des objectifs qui étaient revenus avec la Coupe de France, mais leur éviction contre Quevilly-Rouen Métropole avait finalement annihilé tout cela. Donc là, oui, ils vont à nouveau avoir un cap et puis des échéances à venir. Donc c'est forcément une bonne chose pour le FC Rouen. Par contre, maintenant, il ne va pas falloir se louper puisque la formule qui a été décidée par la FFF va obliger le FC Rouen à essayer de finir dans le haut du tableau pour s'éviter tout risque. Alors, la relégation, c'est un bien grand mot, mais pour s'éviter tout risque en fin de saison. Donc voilà, là, c'est clairement 7 matchs qui restent à jouer pour le FCR. Ça va être 7 finales et puis essayer de prendre le maximum de points puisque voilà, Rouen va essayer quand même de jouer un rôle. Son ambition en début de saison, c'était la montée. Donc voilà, ils voudront jouer un rôle et voilà, ils vont tout donner pour essayer de finir le plus haut possible. Aurélien Renaud de Foot Normand, l'US Granville de l'autre côté de la Normandie reprend aussi, alors peut-être avec des ambitions moindres que celles des Diables Rouges. Des ambitions moindres, oui et non. Déjà, les deux équipes, elles vont se rencontrer, donc l'écart qui est en ce moment au classement, c'est 1 point en faveur de Granville, mais un match en avance sur le FC Rouen pourrait se jouer, se décider en tout cas et s'annihiler sur cette rencontre-là. Après, en fait, la formule de la FFF, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'on avait parlé d'un système de play-off, mais en mode coupe, c'est-à-dire le premier joue contre le 8e, et ainsi de suite, et on descend jusqu'à une finale d'accession. Ça, on l'avait peut-être un peu évoqué, mais ça n'a jamais été finalement officialisé. On est parti sur quelque chose
où l'avance actuelle des équipes de tête va être maintenue jusqu'au bout du championnat. Pour le FC Rouen, c'est le même nombre de matchs que le leader, le Saint-Privé Saint-Hilaire FC, et vous vous retrouvez avec 10 points de retard, 10 points à combler sur une fin de saison où vous allez essentiellement jouer des équipes de haut de tableau dans un championnat qui sera plus homogène que jamais. J'ai l'impression, en tout cas en tant qu'observateur, que 10 points à reprendre sur Saint-Privé-Saint-Hilaire, c'est compliqué. Et qu'en plus, si Saint-Privé-Saint-Hilaire s'effondre, vous avez la lutte avec Châteaubriand, qui est juste incroyable en ce moment parce que leur parcours en Coupe de France est exemplaire. Ils viennent de sortir les herbiers. J'ai l'impression qu'en fait, Granville et Rouen vont partir de trop loin sur le nombre de matchs qui va rester à disputer. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas dans mes calculs, c'est 13 pour Granville, 14 pour Rouen. C'est trop loin pour vous. Adrien Casanova, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait, ouais. Je pense que l'écart est aujourd'hui trop important. Il reste peu de matchs au final. Enfin, il en reste beaucoup, mais face à des concurrents qui vont être, sur la deuxième partie de saison, si le Rouen arrive à finir dans les 8 premiers, qui vont tous jouer le haut du tableau, ce sera des matchs à chaque fois accrochés. Ça va être difficile d'aller chercher uniquement des victoires. Ça va être, je pense que ça sera très compliqué pour le FC Rouen. On les suivra en tout cas, les Rouennais et les Grandvillais dans ce championnat national 2, tout comme les réservistes Canet qui eux aussi vont pouvoir fouler à nouveau les terrains en mode match. Et là je me tourne vers Christophe Lécuyer parce qu'il y a d'autres divisions qui elles n'ont pas vu la réouverture de leurs portes. C'est les National 3 partout en France et toutes les divisions régionales et départementales. Christophe, ça veut aussi dire ça, la reprise du National 2. C'est qu'en creux, pas question de reprendre les divisions inférieures. Oui, indirectement, c'est le message qui a été adressé. Alors, j'ai pas la prétention d'être dans le secret des discussions qui ont pu avoir en haut lieu. Ce qu'on peut néanmoins imaginer, c'est qu'il y a eu une vraie pression des clubs de National 2 qui tenaient à reprendre leur championnat. Ça convenait plutôt bien à la fédération qui avait besoin aussi de remettre un enjeu sur le National 1, qui lui joue depuis toujours. Or, si effectivement il n'y a pas de championnat national 2, ça veut dire qu'il y a des clubs de National 1 qui vont pouvoir le finir en roue libre, parce que ça signifie pas de relégation de National 1 en National 2. Donc pour qu'il y ait des relégations, il faut évidemment que le N2 puisse reprendre son championnat. Alors vous allez me dire maintenant, c'est le même mécanisme. Si le N2 reprend, il n'y aura pas de descente de N2 en N3 si le N3 reprend pas, évidemment. Mais non, mais la question elle est là, messieurs, parce qu'on a tous évoqué des poules d'accession et des poules de relégation dans les groupes de N2, mais finalement il n'y aura pas de relégation tel que c'est parti. Si le N3 reprend pas, je vois pas comment il peut y avoir des relégations parce que vous allez inévitablement mettre les groupes de N3 en surnombre la saison prochaine. En fait, la division balance, c'est la Nationale 2 qui est le plus proche du professionnalisme. Parce qu'on va pas se mentir, tous les joueurs sont sous contrat et vivent du football. Bien sûr. Quelle qu'en soit la somme, mais ils vivent tous du football. Donc on a mis la division bascule ici pour se dire, on va comme ça produire les descentes de National 1 comme elles doivent être faites, compensé simplement par des montées de National 2. C'est ça l'idée ? Je pense que c'est ça l'idée et je pense que ça correspond aussi évidemment à la volonté du président Le Graët de relancer le championnat national 2 pour donner une suite favorable aux requêtes justement de ces clubs de N2. Et d'après ce que j'en sais, ça résulte aussi de la discussion qui a pu avoir lieu entre le président Le Graët et le chef de l'État Emmanuel Macron, chef de l'État qui aurait dit en substance à Le Graët, je veux bien faire un effort, ok, sur le côté, les joueurs de N2 sont entre guillemets des joueurs professionnels ou pseudo-professionnels, mais ne m'en demandez pas trop dans le contexte actuel, n'allez pas jusqu'à me demander de vous donner un feu vert pour reprendre les matchs de N3, de régional et les matchs départementaux. On va pas se mentir, messieurs, les matchs ils sont pliés à partir de quelle date toute éventuelle reprise, c'est d'ores et déjà plié pour la N3 et en dessous. Écoutez, Noël Le Graët a dit. Alors attention, parce que si Noël a dit, là, on note. Je crois que Noël Le Graët a dit que la date, l'ultimatum en fait, pour pouvoir reprendre les championnats, c'était fin mars. Je crois avoir lu ça. Oui, c'est ça, dernier week-end de mars. Voilà, il est attendu dans la région et j'aurai l'occasion de le croiser en cette fin de semaine à Lisieux, donc j'aurai l'occasion de lui poser la question de vive voix. Mais jusqu'à présent, effectivement, ses propos, c'est ça. Or, pas plus tard, je crois qu'aujourd'hui ou hier, la Ligue d'Occitanie a communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de reprise des championnats régionaux, pas plus que du N3 sur le mois de mars. Donc, si on fait la corrélation entre les deux, il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de déduction très poussé pour deviner que c'est sûrement plié, oui. Un petit supplément, pas forcément prévu, mais à vous, le président de club, Christophe Lécuyer, pour finir cette partie un peu régionale et niveau fédéral. Ça coûte combien une deuxième saison blanche ?
Honnêtement, c'est difficile à dire encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas sur ce qui va se passer au printemps. Et ça, j'en discutais avec quelques. Voilà, quelques soyons présidents. clairs, Christophe, si ça ne reprend pas, ça fera quasiment 2 saisons blanches. Ouais, mais l'année dernière, faut avoir l'honnêteté de le dire. L'année dernière, les clubs n'ont pas perdu beaucoup d'argent, que ce soit des clubs de N2 ou de N3, parce que il y a eu certes des recettes en moins, mais qui ont été compensées par des économies de dépenses et par les aides qui ont pu être allouées. Jusqu'à présent, au jour d'aujourd'hui, je parle en tout cas des clubs qui, comme le nôtre, vivent une saison en pointillé, parce qu'on a repris, on s'est arrêté, on a encore des aides. L'interrogation, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois, parce qu'on a conscience qu'évidemment, certaines aides vont s'arrêter. Je pense notamment au soutien mis en place sur le chômage partiel. Ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est dans quelle mesure, et je pense que beaucoup de clubs sont dans notre cas, on envoie, vous savez, les partenariats, les mécénats, sur les mois de mars, avril, mai, dans quelle mesure les partenaires sur cette fin de saison vont être en capacité d'accompagner les clubs. Honnêtement, c'est difficile. Jusqu'à présent, les clubs puisent dans leurs réserves, souffrent évidemment, mais tiennent. La question, c'est de savoir s'ils pourront tenir à ce rythme-là très très longtemps. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est effectivement, c'est à partir du printemps et c'est ce qui va se passer la saison prochaine. Voilà. Ça, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus. Adrien Casanova du Courrier Cauchois sur le nord et l'est de notre région. On est dans le même principe, des clubs qui, comme celui de Vire dans le Calvados, pour l'instant tiennent, mais ça va pas durer longtemps. Oui, je pense que c'est exactement ça. La situation, à mon avis, elle est la même partout en France. C'est une situation qui est compliquée. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Moi, je pense que, j'en discutais avec Romain Ferré, notamment le président du district de Seine-Maritime il y a peu, et lui, personnellement, en tout cas, privilégierait une saison blanche et puis de donner la possibilité, si tant est que le contexte sanitaire le permette, d'organiser des tournois, des choses pour les clubs, en fait, pour que les petits clubs, notamment au niveau local, départemental, puissent se refaire une trésorerie un petit peu et puissent retrouver un petit peu de santé et de couleur dans les prochaines semaines. Christophe. Ouais, aujourd'hui, ce que j'en sais aussi, c'est qu'a priori, ce qu'il résulte des discussions, parce que la fédération planche évidemment sur le N3 et in fine sur les championnats régionaux, on ne nous parle plus, à notre niveau du moins, de play-off. Ça, c'est terminé. Les deux hypothèses sur lesquelles on planche, c'est soit une reprise des compétitions fin mars, même si on a bien compris que ça semblait compromis, pour y disputer la fin des matchs allés. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'on fait des montées et descentes ? Moi, personnellement, si ça s'arrête à la fin des matchs allés, vous imaginez l'inéquité. Alors, certains se seront déplacés plus que d'autres. Enfin bon, mais vous pouvez, on peut. Les textes disent maintenant, c'est ce que disait David Giguel, qu'un championnat disputé de moitié peut proclamer des montées et des descentes. Voilà, on peut. Maintenant, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on ne nous parle plus de play-off. C'est-à-dire, c'est soit on reprend fin mars pour aller jusqu'à la fin des matchs allés, soit on ne reprend pas. Mais en tout cas, le scénario de reprendre pour finir sur des playoffs comme le N2, ça, visiblement, aujourd'hui, c'est oublié. Merci, messieurs, d'avoir disserté longuement sur ce foot en Normandie, mais aussi sur les deux clubs professionnels de Ligue 2 de notre région. Merci à vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Merci à vous, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Et merci à vous, Aurélien Renaud du foot normand. On se retrouve très très vite. N'oubliez pas, dès samedi soir, en direct et en intégralité, Caen, Paris FC à partir de 18h55 sur tendanceouest.com et en duplex fil rouge, le déplacement du HAC du côté de Pau. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. Salut. Podcast by Tendance Ouest.